tous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends, Cécile. Je ne sais pas si ceux qui participent entendent aussi. Ils peuvent mettre un petit mot dans le Google. D'accord. Il y a Léo qui dit qu'on nous entend, c'est bon. Ok, top. Ok, très bien. Alors, je vois qu'on a déjà 32 participants sur la soixantaine de participants qui vont nous rejoindre. Alors, peut-être pour attendre les quelques retardataires, on pourrait faire un petit tour de table. Où êtes-vous? Vous pouvez participer dans le chat, hein, savoir un peu où se trouvent nos auditeurs, dans quelle structure. Alors, Léo Pichon, Montpellier, Monica au Mexique, Apolline à Montpellier. Bonjour Apolline. Bonjour Bonjour. Julien de l'USVV à Bordeaux et Thomas également de Bordeaux, Baptiste de Cognac. Alors on a Benjamin en Italie, Ah, on a une là audience assez également. internationale quand même, c'est pas mal. Albert de Bordeaux, Barbara de Mâcon, Rémi Côte-de-Provence. Ok, c'est super. Marcus de Suisse, bonjour. Bonjour Pauline à Narbonne. Oui, il y a sûrement des auditeurs qui se connaissent entre eux. Bon, en tout cas, bienvenue à notre webinaire qui porte sur le statut hydrique de la vigne et les données de flux de sève pour l'illustrer. Alors, je vais tout d'abord me présenter. Donc, moi, je suis Cécile Laurent. Je suis chercheuse en viticulture au sein de l'entreprise Pression Science, mais je suis aussi intégrée dans 2 unités mixtes de recherche. Donc, l'UMR ITAP, qui est spécialisée en agriculture de précision, et l'UMR Système, qui est spécialisée en agronomie des plantes pérennes et en particulier agronomie de la vigne. Et donc moi, ma thématique de recherche n'est pas spécialement le statut hydrique de la vigne. Moi, je travaille plutôt sur l'élaboration du rendement, mais en relation avec toutes les conditions environnementales. Et c'est à ce titre, sûrement comme vous, que je m'intéresse au statut hydrique de la plante et aux données de flux de sève. Et donc, pour mieux comprendre cette technologie, son interprétation, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Apolline Garnier, qui est notre spécialiste flux de sève à Frisson. Donc, elle est ingénieure vitiono et c'est elle qui installe, qui assure la maintenance, qui interprète les données de flux de sève pour mieux comprendre le statut hydrique de la vigne. Alors, pour ça, elle a travaillé avec Thibaut Scolache, l'un des fondateurs de Frisson Science, qui est lui spécialisé dans tout ce qui est statut hydrique de la vigne et son impact sur le rendement, mais surtout la qualité de la vendange. Voilà. Bonjour Apolline. Bonjour Cécile, merci pour cette présentation. Alors en effet, moi j'ai rejoint Pression Science il y a de ça 2 ans maintenant. Donc j'ai déjà la chance d'avoir plusieurs saisons flux de sève dans les pattes, comme on peut dire. Donc j'apprends au quotidien à côté de Thibaut, qui est vraiment le spécialiste du flux de sève, puisque le flux de sève en soi ce n'est pas une nouvelle technologie, hein, mais c'est pas un nouveau bijou qui vient de sortir sur le marché, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est utilisé, donc surtout en grande culture, en horticulture, et puis depuis 10 ans, donc avec Thibaut et Sébastien, qui sont les deux cofondateurs de Frisson Science, cette technologie est commercialisée en viticulture. Et donc c'est vrai que on a maintenant acquis une bonne quantité de données pour pouvoir prendre du recul sur cette mesure et puis pouvoir adapter ces stratégies en conséquence. Donc voilà, je vous préviens aussi un peu que les capteurs de flux de sève, avec les capteurs de flux de sève, il faut aussi un peu repenser ces manières de piloter son irrigation, mais pas que. Ça permet aussi d'adapter d'autres interventions qu'on peut pratiquer au vignoble, et c'est une technologie un peu innovante qui bouscule un peu les fondamentaux.
Voilà, mais il y a quand même des publications scientifiques issues des mesures des capteurs de flux de sève qui sont sorties, hein, bien entendu. Et donc, on pourra aussi vous transmettre les liens suite au webinaire. Eh bien, merci en tout cas à Pauline d'accepter de partager cette expérience aujourd'hui avec nous. Alors, expérience que tu as acquise en France dans différents contextes de production, mais aussi à l'étranger. Tu as travaillé au Chili au moins, et quoi, dans quel autre pays, rappelle-moi. Et voilà, et je suis allée aussi en Australie cette année, et donc peut-être ensuite l'Inde, l'Israël. On a plein de possibilités qui s'offrent à nous, donc c'est assez génial de pouvoir travailler dans toutes ces zones du monde et de voir un peu toutes les différences et les caractéristiques de ces différents terroirs et de voir comment les mesures flux de sève permettent à chaque fois de s'intégrer et d'optimiser ces pratiques. Super, bah de quoi ouais, peaufiner l'expertise de Pression Science pour l'interprétation des flux de sève dans tous les contextes alors. Alors, pour les auditeurs, n'hésitez pas à poser des questions tout au cours de la présentation. J'essaierai de les prendre en compte dans le chat. Je n'y répondrai peut-être pas tout de suite, mais j'essaierai de les intégrer au fil de la discussion. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et puis, on aura aussi un petit temps à la fin de la présentation pour répondre aux questions supplémentaires. Voilà, ben, Pauline, je vais te laisser la parole pour nous expliquer alors un peu plus en quoi consiste la technologie des capteurs de FeedSave et ce qu'elle nous permet de comprendre sur le comportement de la vigne. Ouais, je te remercie, Cécile. Je voudrais juste rajouter que c'est mon premier webinaire, donc voilà, je suis aussi un peu stressée, donc n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, s'il faut réexpliquer des concepts. Et puis, bien entendu, je n'ai pas réponse à tout. Je ne prétends pas avoir réponse à tout, donc si je suis pas capable de vous répondre, je prendrai note de votre question et je ne manquerai pas de revenir vers vous, notamment avec l'aide de Thibaut. Voilà. Donc, pour lancer ce webinaire, qu'est-ce que nous allons voir tout d'abord à travers ce webinaire? Donc, différents points. Donc, le statut hydrique de la vigne et son importance pour comprendre le comportement de la vigne et sa réaction. Nous allons aussi aborder le vaste sujet des vagues de chaleur et comprendre comment les mesures de flux de sève peuvent nous permettre d'appréhender le comportement de notre vigne et sa réaction à cet épisode. Également, comment les capteurs de flux de sève permettent d'améliorer la qualité du vin et la performance du vignoble, c'est-à-dire sa pérennité, en fait, la pérennité de ces vignes. Et enfin, si le temps nous permet, nous aborderons aussi les capteurs de flux de sève d'un point de vue plus pratico-pratique pour voir un peu à quoi ça ressemble et concrètement comment ça fonctionne. Donc, tout d'abord, nous allons parler du statut hydrique de la vigne. Donc, qu'est-ce que vraiment l'état hydrique de la vigne et quelles peuvent être ses conséquences au cours d'une saison sur la plante, mais il ne faut pas oublier que notre objectif à tous est de faire du vin. Et donc, l'état hydrique a des conséquences sur le développement végétatif, donc la croissance des rameaux et le développement de la surface foliaire. Mais il a également des conséquences sur le développement reproducteur et peut impacter le rendement et la qualité. Donc, tout d'abord en jouant sur la taille des baies, tout simplement, qui va jouer directement sur le rendement. Il va également avoir un impact sur le rendement, mais dans le futur, c'est-à-dire que le rendement est établi sur plusieurs années et donc l'état hydrique de la vigne l'année N va impacter le rendement à l'année N+1. Et donc, d'un point de vue qualitatif, on sait que l'état hydrique joue notamment sur l'accumulation de la couleur, sur ces phénomènes de dilution-concentration, et donc de dilution-concentration des composés d'intérêt. Par la suite, il peut avoir un effet bénéfique, notamment sur la couleur, si on est dans le cadre d'une production de vin rouge, par exemple. Un déficit hydrique pré-véraison va pouvoir permettre de booster la synthèse des terpènes. Également, un déficit hydrique pré-véraison va jouer sur la vitesse d'accumulation de la couleur, c'est-à-dire vraiment le taux de coloration de la pellicule. Et donc, plus le déficit hydrique est précoce et intense, et plus la baie va se colorer rapidement. Et ce taux de coloration de la pellicule
en fait, est égale également à la vitesse d'extraction de la couleur dans les cuves. C'est-à-dire que on aura une sélection préférentielle des tanins des pellicules dans la cuve. Donc, ce qui a derrière un impact conséquent sur la qualité des tanins, puisque ça va diminuer, ça va augmenter leur copigmentation et donc diminuer l'astringence et on va avoir des tanins moins durs et moins secs. Donc, il y a vraiment possibilité de jouer sur l'état hydrique de la plante pour jouer derrière sur ces paramètres et obtenir la qualité que l'on veut. Là, je vous avais expliqué un peu. Excuse-moi, Cécile, pardon. En somme, Apolline, si je comprends bien, en suivant l'état hydrique de la plante comme donnée finalement intégratrice de tout le comportement de la vigne, on cherche à moduler la production de raisins, certes, mais aussi de vin. Exactement. Il faut pas perdre de vue que l'objectif final, c'est vraiment de jouer sur la qualité du vin. Et donc je vous ai expliqué, c'est un peu prétentieux de ma part. On a parlé des conséquences que peuvent avoir un stress hydrique sur la qualité du vin dans le cadre de rouge. Mais bien sûr, si on est dans le cadre de la production de rosé ou de blanc, on va au contraire chercher à limiter la contrainte hydrique que l'on peut imposer à la vigne, notamment pour préserver le rendement et puis pour préserver les arômes aussi. Donc voilà, il est vraiment important et très intéressant d'un point de vue oenologique d'avoir une idée de l'état hydrique de nos vignes et de le suivre tout au long de la saison. Et donc, on parle depuis tout à l'heure du statut hydrique, mais il est assez compliqué de donner une définition, en fait. Si je vous demande ce qu'est le statut hydrique de la vigne, c'est un concept un peu bizarre. En fait, le statut hydrique, c'est vraiment une question d'équilibre. C'est un équilibre entre mon offre en eau et les besoins en eau de ma vigne. Donc, c'est vraiment, voilà, s'il y a une notion à retenir pour le statut hydrique, c'est vraiment une notion d'équilibre. Et que cet équilibre est en fait un compromis qu'on va adapter selon les objectifs de production. C'est-à-dire, dans le cadre d'un rouge, par exemple, cet équilibre va être déplacé dans le sens où on va chercher à avoir une contrainte hydrique, donc à limiter l'offre en eau par rapport aux besoins. Si on est dans le cadre de production de rosé, au contraire, on va chercher à avoir un véritable équilibre au sens mathématique, c'est-à-dire que mon offre et mes besoins se compensent, soient égales. Et donc, en fait, le tout, c'est de savoir ma vigne, où est-ce qu'elle en est par rapport à cet équilibre. C'est vraiment ça, en fait, le statut hydrique de la vigne. Donc, dans cette équation où je vous ai mis l'offre en eau d'un côté et les besoins en eau de la vigne de l'autre, concrètement, qu'est-ce que l'offre en eau? Bien, c'est la quantité d'eau disponible dans le sol. Et les besoins en eau de la plante vont dépendre des besoins en eau, de la demande en eau du climat. C'est-à-dire que selon les régions, selon les terroirs, le climat ne va pas demander la même consommation en eau à la vigne. Et également, ces besoins en eau diffèrent en fonction de la plante et de ses caractéristiques. Et donc, la variable la plus importante à prendre en compte, c'est la surface foliaire mise en place par la plante, puisque en fait, la surface foliaire, c'est la surface qui est capable de transpirer de l'eau. Donc, si ma surface foliaire augmente, ma plante transpire plus d'eau que si j'ai une surface foliaire plus diminuée. Et ça peut aussi également dépendre du matériel végétal, c'est-à-dire du cépage et du porte-greffe. Donc, pour évaluer l'offre en eau, en fait, on a à notre disposition la transpiration. La transpiration, c'est véritablement la quantité d'eau qui est dépensée par la plante au niveau des feuilles. Et donc, en fait, on part du constat que ce qui est transpiré, c'est ce qui peut être dépensé. Donc, c'est l'eau dont que ma plante a à disposition. Si on fait un comparatif, on va dire shopping, si vous retirez 20 euros, vous avez à votre disposition 20 euros, vous allez dépenser 20 euros. Vous n'allez pas pouvoir en dépenser 25. Ce que vous avez dépensé, c'est ce que vous aviez dans votre offre. Je ne sais pas si c'est une très belle comparaison, mais ça permet de comprendre. D'accord, Apolline. Mais alors, si j'ai 50 euros sur mon compte, combien je peux dépenser? Je peux en dépenser 50, je peux aussi en dépenser 20 ou 30 euros. Voilà, la plante, après, va pas forcément
tout dépenser, mais elle va forcément dépenser aussi par rapport à ses besoins qu'elle a, tout simplement. D'accord. Et alors, Apolline, ok, la transpiration, c'est la quantité d'eau dépensée par la plante, mais alors quelle est la différence avec l'évapotranspiration? Alors, donc c'est là où il faut bien faire attention quand on parle d'évapotranspiration. Donc, il y a le phénomène d'évaporation qui, lui, est vraiment un phénomène lié à la perte d'eau par le sol. Et nous, on se concentre vraiment uniquement sur la transpiration, donc la quantité d'eau perdue à l'échelle de la plante. Et donc, le statut hydrique au niveau du sol n'est pas du tout pris en compte dans ce modèle. Donc, en somme, une fois qu'on a accès au statut hydrique de la plante, une fois qu'on s'intéresse au statut de la plante, on peut abandonner le proxy qui est le statut hydrique du sol, par exemple. Il ne nous intéresse plus puisqu'on maintenant on regarde la plante. Nous, voilà, on se focalise vraiment à l'échelle de la plante et de sa consommation en eau. Peu importe, j'ai envie de dire, la quantité d'eau qu'il y a dans le sol, peu importe l'état hydrique du sol. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la plante et où est-ce qu'elle en est par rapport à cet équilibre, par rapport à cet équilibre entre ses besoins et ce qu'elle a à disposition. D'accord. Et concernant les caractéristiques de la plante, alors est-ce qu'on s'intéresse finalement à la surface foliaire totale ou seulement à la surface foliaire éclairée de la plante? Alors là, ça va dépendre. Donc, on considère normalement la surface foliaire uniquement éclairée puisque ce sont les feuilles au soleil qui vont transpirer. Mais de plus en plus de publications montrent que en cas de vague de chaleur, par exemple, les feuilles qui sont à l'ombre vont également participer à cette consommation en eau et donc la consommation d'eau va augmenter en cas de vague de chaleur et le réservoir hydrique va être épuisé plus rapidement parce que il y a vraiment une mise à contribution de ces feuilles qui sont à l'ombre. Pour la régulation thermique. Pour la régulation thermique, exactement. Super, merci Apolline. Donc pour revenir à ce concept que la transpiration permet d'évaluer l'offre en eau, donc ici on va se placer dans une situation théorique, c'est-à-dire qu'on est sur une vigne où ma demande climatique est figée. Ma vigne c'est la même, elle a la même surface foliaire, donc on va faire uniquement varier l'offre en eau disponible. Donc, premier cas, je suis dans le cas de la courbe verte. Donc, sur ce graphique, on voit qu'en l'axe des ordonnées, c'est la transpiration qui est mesurée en millimètres par heure. Et sur mon axe des abscisses, j'ai le temps en heures. Donc, à 0 heure, on va dire que je suis à minuit et à 20 heures, je suis à 8 heures du soir. Et donc, dans le cas de ma courbe verte, j'ai mis à disposition de ma plante une quantité d'eau infinie. Et donc, on voit que ma plante transpire suivant les besoins du climat, en fait. Et elle atteint son pic de transpiration aux 14 heures solaires, à peu près, ici. Donc là où la demande en eau du climat est la plus forte. Et elle transpire à son pic une quantité de 0,25 mm. Je reprends cette même vigne, mais je limite la quantité d'eau qui est disponible. Et donc là, j'arrive dans le cas de la situation orange, donc, que je mesure, où là, je vois que la transpiration, la quantité d'eau consommée par la plante a diminué, quasiment de moitié. Et ce pic est atteint pour des valeurs aux alentours de 0,12 mm. Une deuxième chose à observer sur ce graphique, c'est que ce pic est atteint plus tôt que dans le cas de ma courbe verte. C'est-à-dire que ma plante a, entre guillemets, compris qu'elle manquait d'eau et donc, par elle-même, a régulé sa perte en eau et a commencé à fermer ses stomates pour limiter sa consommation d'eau. Et dans le cas de la courbe rouge, j'ai encore limité mon offre en eau. Et donc là, je suis vraiment sur une vigne qui est soumise à une contrainte hydrique sévère, qui réduit sa transpiration. Le pic n'est quasiment plus discernable. Et on voit très bien que la plante est en souffrance. D'accord, Apolline. Juste une petite question qu'Albert nous pose. Est-ce que finalement on peut comprendre la transpiration comme un excédent d'eau qui serait à disposition de la vigne? Non, c'est pas vraiment un excédent d'eau. C'est l'eau dont elle a à disposition. C'est-à-dire que elle transpire, c'est sa consommation en eau en fait, la transpiration. C'est la consommation en eau de la plante. Donc c'est ce dont elle a besoin. C'est pas un excédent, c'est pas de l'eau superflue. Exactement. Merci. Donc maintenant que on connaît entre guillemets notre offre en eau, la consommation en eau de la plante, comment savoir si je suis à l'équilibre? C'est-à-dire
si mes besoins en eau sont trop importants par rapport à mon offre en eau, ou si au contraire, je suis dans une situation d'équilibre, comme j'ai représenté à droite. Alors là encore, il faut tout remettre en contexte en fonction des objectifs de production. Je ne cherche pas à dire que la situation à droite, c'est la situation qu'on cherche, qu'on vise, et qu'à gauche, il faut à tout prix proscrire. Ça dépend du moment où on est dans la saison et ça dépend de nos objectifs de production. Un déséquilibre peut également être recherché, en fait. Donc, si je transcris un peu cette théorie dans la pratique, on va prendre le cas de deux vignes. Donc, j'ai une vigne A à gauche et une vigne B à droite. Je mesure sur une journée la transpiration et je fais la moyenne de cette transpiration à la journée. Donc, je mesure que ma vigne A transpiré aujourd'hui 2 mm, tandis que ma vigne B a transpiré en moyenne 1 mm. Donc, j'ai l'impression que ma vigne B transpire la moitié de ce que transpire ma vigne A. Et donc, en fait, j'ai l'impression que ma vigne B est en moins bonne santé que ma vigne A. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, en fait? Est-ce que, en fait, la vigne A transpire 2 mm, certes, mais est-ce qu'en fait, elle ne devrait pas en transpirer 3 ou 4 pour être à son équilibre? Est-ce que ma vigne B transpire 1 mm, mais au final, c'est ce qu'elle doit transpirer, donc tout va bien. Donc, en somme, on a besoin d'un référentiel pour interpréter la donnée brute qu'est la transpiration de la vigne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire il faut comprendre comment se situe ma vigne par rapport à son potentiel, c'est-à-dire par rapport à sa capacité maximale à transpirer. Quelle est la transpiration maximale que devrait avoir ma vigne si tout allait bien, entre guillemets. Et donc, on fait le distinguo entre transpiration réelle, donc ça, c'est une mesure qui est vraiment déterminée par les capteurs de flux de sève, et la transpiration maximale. Et en fait, tout l'intérêt de cette méthode, c'est de se dire, est-ce que ma vigne transpire son maximum? Est-ce qu'elle pourrait transpirer plus? Quel est réellement son potentiel? Et donc, en fait, on cherche à connaître la transpiration de la vigne par rapport à sa transpiration maximale. Et donc, si la transpiration que je mesure de ma vigne est égale à la transpiration maximale, ça veut dire que sa consommation en eau est égale à ses besoins en eau. En fait, elle transpire tout ce qu'elle a besoin de transpirer. Par contre, si j'observe que ma transpiration réelle est inférieure à ma transpiration maximale, eh bien là, ma vigne est en train de réguler sa transpiration pour limiter sa perte en eau. Donc, elle n'a pas à disposition toute l'eau dont elle a besoin. Et donc, si je retourne dans la situation de mes deux vignes de tout à l'heure, ma vigne A, ma vigne B, où la vigne A, j'avais une transpiration mesurée de 2 mm par jour et ma vigne B de 1 mm par jour, et que en fait, je rapporte cette transpiration que je mesure à la transpiration maximale. Donc là, c'est des cas théoriques, mais voilà, ma vigne A, la transpiration maximale, c'est en fait de 4 mm par jour, et ma vigne B, c'est de 1 mm par jour. Et donc, je vois bien qu'en fait, ma vigne A, elle transpire uniquement 50% de sa capacité à transpirer. Elle transpire 50% de ce qu'elle devrait transpirer. Donc, en fait, elle est soumise à un stress hydrique assez conséquent. Tandis que ma vigne B, qui transpire certes moins que ma vigne A, transpire exactement les besoins qu'elle doit transpirer. Donc, en fait, elle est à 100% de sa capacité. Elle est dans une situation non limitante. Elle est dans une situation non limitante, tout à fait. Donc maintenant, se pose la question de comment on obtient la transpiration réelle de la vigne. Donc à ce jour, le seul outil pour mesurer les capteurs de flux de sève, donc en temps réel, je dis bien en temps réel, c'est-à-dire ça permet d'avoir accès à cette donnée de transpiration. On a une donnée par heure, donc du jour comme de la nuit, à partir du moment où on les installe jusqu'au moment où on les enlève. Donc vous avez une photo ici qui vous montre un peu à quoi ça peut ressembler un capteur de flux de sève. Et maintenant, la question que tout le monde se pose, bien entendu, c'est je sais comment obtenir ma transpiration réelle, mais comment j'établis cette transpiration maximale de la vigne? Alors, la transpiration maximale de la vigne, c'est un modèle, c'est une théorie. Donc, forcément, comme toute théorie, elle peut également avoir ses limites en cas de conditions extrêmes. Mais c'est une donnée qui est également affinée depuis le temps que Friction Science installe des capteurs de flux de sève. Et donc, c'est une donnée qui est maintenant on en est très fiable, si on peut dire comme ça. Et donc, en fait, la transpiration maximale correspond à la demande en eau du climat appliquée à la vigne. C'est-à-dire que la vigne est en croissance
est en développement, elle met en place des feuilles et puis à un moment donné, elle atteint son pic de surface foliaire. Donc, lorsqu'elle a mis en place son pic de surface foliaire, c'est-à-dire sa surface foliaire maximale, elle ne pourra pas transpirer plus que ce que lui permet sa surface foliaire. Donc, du coup, en fait, on calcule à quoi ça correspond ce pic de surface foliaire. Donc, c'est ce que vous connaissez traditionnellement sous le nom de coefficient de culture. Donc, en fait, on détermine ce coefficient de culture maximal. On multiplie ensuite à des paramètres climatiques, c'est-à-dire la demande en eau du climat. Donc, j'ai ma demande en eau du climat d'aujourd'hui. Je connais la capacité maximale de ma vigne à transpirer, sa surface maximale. Je multiplie et donc j'ai en théorie la transpiration maximale de ma vigne. Et ensuite, je mesure où en est ma vigne par rapport à cette transpiration maximale. Alors, une petite question, Apolline. Quel est l'intérêt finalement de modéliser cette transpiration maximale? Imaginons le cas de figure d'un domaine qui disposerait de 10 années de données de flux de sève. Quel est l'intérêt d'utiliser la transpiration maximale modélisée par rapport au maximum de la transpiration qu'on aurait pu observer sur une période équivalente dans les données historiques? Je suis pas sûre d'avoir compris ta question, Cécile, excuse-moi. Pourquoi on modélise la transpiration maximale? Pourquoi on ne prend pas juste le maximum de la transpiration observée dans les données passées? Est-ce que c'est pour s'adapter? Ça serait très contraignant s'il fallait attendre 10 années de flux de sève pour avoir accès à cette transpiration maximale. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'on peut se baser sur des paramètres climatiques qui sont, j'ai envie de dire, faciles à obtenir. Et puis peut-être que les conditions du millésime, les conditions de la journée sont Oui, différentes exactement. de ce qu'on a pu observer Oui. Les précédemment. années passent et ne se ressemblent pas, comme on dit. Exactement. Donc voilà, pour cette première partie, s'il y avait vraiment les points importants à retenir, c'est vraiment que le statut hydrique, c'est un équilibre entre les besoins en eau et l'offre en eau. Que cet équilibre est vraiment à relier aux objectifs de production. Et que cet équilibre détermine l'équilibre de la plante. Et on n'a plus besoin, en fait, une fois qu'on a accès à l'équilibre de la plante, on n'a plus besoin de s'intéresser à l'état hydrique du sol. Et donc, enfin, l'outil à disposition qui nous permet d'avoir accès en temps réel à l'état hydrique de la plante et donc de connaître son équilibre, c'est vraiment les capteurs de flux de sel. Alors, si je résume avec mes mots, finalement, la donnée flux de sève, c'est une donnée plante, pas une donnée sol. Donc, on ne peut pas comparer les données flux de sève avec des données de tensiomètre, par exemple. Oui. D'accord. Et alors, c'est une donnée en temps réel, donc c'est pas non plus pareil que si on regardait un potentiel foliaire de base une fois dans la journée, qui est aussi une mesure contraignante d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui, on peut pas vraiment comparer parce que comme on l'a vu, la mesure de la transpiration, c'est vraiment un effet combiné de la demande du climat et de la quantité de sol. Donc, on peut pas vraiment la relier à des mesures de tensiomètre qui nous donnent uniquement la quantité d'eau disponible dans le sol. Et c'est vrai que l'avantage par rapport au potentiel, c'est qu'on a accès à des mesures continues tout au long de la journée et pas des mesures ponctuelles que l'on fait à certains moments de la saison. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un suivi de cet équilibre et de réellement avoir accès au dynamisme de la plante. Accès au maximum de transpiration de la journée, comme à la valeur, on va dire, moyenne sur la journée. Voilà. Donc, j'espère que cette première partie, je me suis exprimée clairement. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est le moment, si vous avez des questions, que vous voulez qu'on revienne dessus. Cécile, je te laisse gérer si s'il y a des questions qui arrivent. Oui, je voulais revenir sur le stress hydrique en relation avec la qualité de la vendange. Alors, on sait qu'un stress hydrique, en fonction de la période d'apparition dans la saison, va pas forcément avoir le même impact
sur la quantité et la qualité de la vendange. Je pense qu'il y a quand même des moments où un stress hydrique est plus préjudiciable que d'autres. Il peut perturber la maturation, par exemple. Mhm. Donc ça, on va voir des exemples plus détaillés par la suite. Mais tout d'abord, il faut éviter à tout prix un déficit hydrique au moment du développement végétatif, donc de la croissance des rameaux et du développement de la surface foliaire, puisque la croissance des rameaux va s'arrêter pour des seuils très faibles de déficit hydrique perçus. Ensuite, si on veut vraiment jouer sur cet effet taille des baies, tout se joue avant la véraison. Et ensuite, bien sûr, après la véraison, il vaut mieux éviter tout ce qui est déficit hydrique trop important pour éviter tout ce qui est blocage de maturité, notamment. Oui, sans compter le phénomène de déshydratation des baies Oui. Et la perte de rendement juste avant la vendange. Exactement. D'accord. Et une autre petite question, Apolline, avant d'enchaîner, que nous pose Benjamin. Finalement, on a des pistes de réflexion sur le trajectoire hydrique ou de stress hydrique que devrait prendre la plante pour une certaine qualité ou un type de vin donné. Mais après, on n'a pas non plus, on peut pas forcément proposer des itinéraires type pour tel vin ou tel autre vin. Non, alors on peut l'avoir dans les grandes lignes, mais après, tout est une question d'ajustement. Et donc ça, c'est des suivis sur plusieurs années pour vraiment arriver au vin parfait que l'on souhaite avoir. Et puis, c'est différent en fonction des moyens mis à disposition, en fonction des terroirs, en fonction du vignoble. Donc, on pourra pas, c'est pas une recette magique qu'on va déployer sur chaque vignoble, en fait. Non. C'est là qu'entre en ligne de compte toute l'expertise du domaine qui installe le flux de sève finalement. Bien entendu, c'est une discussion qu'il faut avoir avec eux en continu et ajuster en fonction des années et entre guillemets, un itinéraire une année N ne va pas forcément marcher en année N+1. Donc, il faut aussi s'adapter en fonction du climat et du millésime. D'accord. Et alors, une petite question, on change un petit peu de sujet. Une question de Monica qui nous demande s'il y a d'autres facteurs qui déterminent la transpiration maximale. Et notamment, est-ce qu'on prend en compte l'âge de la vigne, son système de taille, éventuellement un génotype, un cépage? Alors, c'est pas des données qui rentrent en compte, mais c'est en effet des choses qui pourraient permettre d'affiner encore cette modélisation de la transpiration maximale. On vient mesurer le diamètre des rameaux sur lesquels on met les capteurs de flux de sève. On mesure aussi ce qu'on appelle le ratio de feuilles qui est mis, donc le nombre enfin, entre guillemets, la surface foliaire qui est en aval du capteur sur la surface foliaire totale. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise pour calculer le coefficient de culture maximal. Mais ensuite, le cépage ou le porte-greffe, etc., sont pas pris en compte dans. Donc, on suppose que ce sont surtout les caractéristiques architecturales de la plante qui entrent en compte prioritairement. C'est ça. D'accord. Merci. Et puis, en fait, entre guillemets, on s'en fiche un peu de quel clone c'est ou quel porte-greffe c'est, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est juste, entre guillemets, cette valeur maximale, peu importe que ça soit. Un même clone va pouvoir donner des valeurs de transpiration maximale différentes. Très certainement. Nous, on veut juste, sur la plante qu'on mesure, atteindre cette valeur. Oui, en fait, on s'intéresse finalement au débit d'eau, au flux de sève, quelle que soit la plante qui va porter cette transpiration. Exactement. Mais du coup, on peut passer à la suite et voir plus concrètement des cas pratiques sur comment on peut se servir des capteurs de flux de sève pour gérer ces interventions au vignoble.
Donc vraiment, la principale question, c'est comment je gère mon enherbement, comment je gère mon irrigation, etc. Quand est-ce que j'interviens et surtout comment j'interviens. Donc même si l'irrigation, c'est, j'ai envie de dire, l'application la plus concrète et directe qu'on voit au capteur de flux de sève, et c'est d'ailleurs celle qui va avoir l'effet le plus direct sur le statut hydrique de la vigne, il y a aussi d'autres manières qui permettent d'agir sur le statut hydrique de la vigne. Donc ça peut être l'enherbement, donc ça va être des questions de quand est-ce que je casse mon enherbement, à quel moment, etc. On peut aussi agir sur la canopée, donc sur cette surface foliaire transpirante, un rognage, un essimage, etc. Sur plus long terme, on peut choisir de diminuer ou au contraire d'augmenter la hauteur de palissage. Enfin, il ne faut pas juste associer le capteur de flux de sève à l'irrigation, puisque derrière, il est tout à fait possible de gérer un vignoble non irrigué à partir de capteurs de flux de sève. Voilà. Et aussi, un autre intérêt des capteurs de flux de sève, c'est qu'ils permettent d'agir au bon moment et avec la bonne intervention, mais également de mesurer l'impact de la pratique qu'on a mise en place. Donc pour revenir tout à l'heure à ce concept de transpiration réelle et de transpiration maximale, qui nous permettent d'avoir accès à la capacité de la vigne à transpirer, et bien en fait, ce ratio entre transpiration réelle et transpiration maximale est modélisé sous la forme d'un indicateur qui s'appelle l'indice de confort hydrique. Et donc, il faut bien avoir en tête, l'indice de confort hydrique, c'est égal à la transpiration réelle sur la transpiration maximale. Et donc, si je le remets dans un contexte de production en vigne, donc, si je reprends l'exemple des vignes A et B de tout à l'heure, sur ma vigne A, j'ai un indice de confort hydrique qui est inférieur à 100% puisque ma transpiration réelle est inférieure à ma transpiration maximale. C'est-à-dire que la plante limite sa consommation d'eau et ne transpire pas tout ce qu'elle est capable de transpirer. Tandis qu'à l'inverse, ma vigne B est en situation où elle a un indice de confort hydrique à 100%, c'est-à-dire qu'elle transpire toute l'eau dont elle a besoin. Donc maintenant, entre guillemets, fort des 10 ans de données acquises à travers le monde, l'intérêt, en fait, est de savoir jusqu'où on peut aller avec cet indice de confort hydrique et d'établir des seuils en fonction, bien sûr, toujours des objectifs de production pour savoir quand est-ce qu'on va déclencher une irrigation, quand est-ce qu'on va casser un enherbement, quand est-ce qu'on va faire un rognage, etc. Donc, en fait, les résultats montrent qu'un indice de confort hydrique supérieur à 70% montre en fait ma vie ne subit pas de contraintes hydriques. Donc, la photosynthèse n'est pas impactée, la transpiration n'est pas impactée. Un indice de confort hydrique compris entre 30% et 70% indique une contrainte hydrique modérée. Et si on descend en dessous de 30%, on est en cas de contrainte hydrique sévère. Mais voilà, ces seuils sont vraiment adaptés en fonction des objectifs de production et en fonction des régions. Donc, Apolline, si je comprends bien, l'indice de confort hydrique, c'est un indicateur purement physiologique de l'état hydrique de la plante et c'est un indicateur physiologique à raisonner en fonction des objectifs de production. C'est ça, tout à fait. Et il est vraiment, il n'est pas défini en fonction des cépages ou autres, puisque vraiment il est calculé à l'échelle de la plante. Donc, si on descend en dessous de 70%, qu'on soit sur du merlot ou du cabernet, ça signifie entre guillemets la même chose. C'est que ma plante commence à rentrer dans une contrainte hydrique modérée et commence à réguler sa transpiration. Donc en fait, je parlais tout à l'heure du besoin d'avoir un référentiel pour interpréter les données brutes de flux de sève. Là, avec notre transpiration maximale et l'indicateur de confort hydrique qui est calculé à partir du ratio entre les deux, on a ce référentiel, mais c'est un référentiel vraiment plante centré. Mmh. D'accord. Et donc après, on se moque de toutes les autres caractéristiques, quoi. Exactement. D'accord. Donc on va voir par la suite deux exemples. Un exemple de stratégie dans le cas de la production de vin rosé et un exemple dans le cas de la production de vin rouge. Et donc là, pour revenir aux commentaires de Benjamin, il me semble,
de tout à l'heure, c'est vraiment des exemples et c'est en aucun cas une recette magique qu'il faut déployer partout, mais ça peut donner des pistes de réflexion. Et donc un peu comment je vais vous présenter voilà comment on raisonne un peu les stratégies, quelles sont les périodes de la vigne, les stades clés sur lesquels on peut avoir un impact sur le statut hydrique et quelles vont être les conséquences derrière sur le raisin et sur le vin. Donc en fait, le millésime est découpé en 5 périodes. Donc la période numéro 1 qui est la période de la dormance. On a ensuite la période du numéro 2 qui correspond au développement foliaire, donc qui commence au moment du débourrement et qui s'arrête au moment du pic de croissance foliaire. Donc c'est vraiment à la fin de la période 2 qu'on a établi notre surface foliaire transpirante maximale. Donc c'est là, c'est à partir de la période 2, de la fin de la période 2, qu'on a accès à notre transpiration maximale. Ensuite, on a la période 3, qu'on appelle la période de stress. C'est là où ma vigne peut être soumise à du stress hydrique. Et ma plante et ma baie sont sensibles au stress. Et selon les régions, les années, cette période peut être absente parce que le pic de croissance foliaire n'est jamais atteint et on a des régions où les plantes continuent de pousser même jusqu'au vendange. Et dans ces cas-là, on n'atteint jamais véritablement la transpiration maximale. Cette période 3 de stress prend fin au moment de la véraison. Et ensuite, c'est la période numéro 4 qui correspond à l'accumulation en sucre. Et enfin, la période 5 qui démarre à l'arrêt de la recharge active en sucre. Hop. Voilà, et donc si on reprend ces 5 périodes, donc en fait, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de la période 2 à la période 5. Dans cet exemple, c'est né sur l'exemple d'un parcours hydrique typique de rosé. Donc, en axe désordonné, vous avez l'indice de confort hydrique en pourcentage. Sur l'axe des abscisses, c'est le temps en jours. Donc, on commence au 1er juin et on finit au 1er octobre. Et en fait, on a replacé sur ce graphique les différentes périodes de la vigne qu'on a expliqué à la diapo précédente. Donc, en fait, on voit bien que pendant la période de développement de la plante, la période 2, notre indice de confort hydrique grandit petit à petit puisque notre surface foliaire grandit de jour en jour. Et puis, on atteint le pic de croissance foliaire où là, la plante est à 100% de cet indice de confort hydrique. Et ensuite, derrière, elle rentre dans une période où elle peut être soumise à du stress et donc où on voit que son indice de confort hydrique diminue progressivement. C'est-à-dire que la plante régule sa transpiration par rapport à la demande du climat. Et donc, en fait, les bâtonnets en bleu ici correspondent à des irrigations. Donc, ici, j'ai choisi de vous présenter un cas irrigué parce que c'est un peu la manière la plus simple de comprendre comment fonctionne l'indice de confort hydrique. Mais on pourrait très bien remplacer cette irrigation par un travail du sol, par exemple, ou par un rognage. Et donc, en fait, dès que mon indice de confort hydrique commence à rentrer dans une zone, entre guillemets, critique par rapport à mon objectif de production, je vais déclencher une intervention. Donc ici, je vais déclencher une irrigation pour faire remonter cet indice de confort hydrique dans des valeurs acceptables et que ma vigne ne soit pas soumise à une contrainte hydrique. Donc voilà, ici, si on est dans le cas d'un rosé, par exemple, en période 2, c'est très rare d'être soumis à du déficit hydrique. En général, on n'en observe quasiment pas. Quoique dans certaines régions poussées à l'extrême, comme en Australie par exemple, on peut avoir des irrigations déclenchées dès ce moment-là. Ensuite, en période 3, donc en période de stress, si on est dans le cadre d'objectifs de rosé, on va chercher à rester au-dessus du seuil de 70% pour augmenter la taille des baies et surtout pour éviter d'avoir un stress hydrique qui diminuerait la production des précurseurs d'arômes. Et en période 4 et 5, pareil, il n'y a pas vraiment de bénéfice attendu à imposer un stress hydrique. Donc, on va aussi essayer de rester au-dessus de ces 70%. Et la différence avec un parcours hydrique typique rouge, par exemple, c'est qu'on va chercher à avoir du stress hydrique avant véraison.
pour augmenter la qualité. Donc, avoir une accumulation plus précoce des sucres et de la couleur, et donc une extraction plus rapide de la couleur dans le mou. Donc là, on voit qu'on a essayé de faire descendre cet indice de confort hydrique à des seuils plus bas que dans le profil d'avant. Et donc là, on a également on rentre dans un stress hydrique assez fort début septembre. Donc là, on aurait pu déclencher l'irrigation plus tôt pour éviter de rentrer dans ces valeurs. Quand c'est possible, bien entendu. Quand c'est possible, bien entendu. Un autre atout avec les capteurs de flux de sève, donc c'est toujours dans le cas d'une irrigation, c'est qu'ils permettent vraiment de quantifier le besoin en eau de la plante, c'est-à-dire que on a vraiment cette valeur de la transpiration, la quantité d'eau consommée par la plante. Et donc derrière, on peut vraiment avoir une application concrète si on irrigue, par exemple. Donc si on prend l'exemple d'une vigne qui transpire en moyenne 2 mm par jour et que je lui apporte une irrigation de 20 mm, eh bien, l'effet de mon irrigation durera 10 jours. Bon, c'est une valeur théorique, bien entendu. Hein. Il faut faire attention aux pertes par évaporation, etc. Mais on sait que la valeur minimale à apporter, si on veut que notre irrigation dure 10 jours, c'est 20 mm. Donc c'est ce que devrait recevoir la plante à ce moment-là. Et après, à chaque domaine, s'adapter en fonction de ses conditions opérationnelles d'irrigation, la perte de charge sur un réseau goutte à goutte, les différences de débit en fonction de l'heure dans la journée. Tout ça, c'est à adapter et à ajouter à cette valeur théorique. Oui, tout à fait. C'est sur le système d'irrigation, etc. C'est une valeur, on va dire, minimale qu'il faut apporter. Si on veut que l'irrigation dure 10 jours dans ce cas-là. D'accord. Merci Apolline. Peut-être, est-ce que tout va bien du côté de nos auditeurs? Est-ce que vous avez des questions, des réactions par rapport à ce qui a déjà été présenté dans cette étude de cas? Alors, nous avons Lisa qui nous demande si les valeurs d'indice de confort supérieures à 100% sont dues au fait que la transpiration maximale est estimée. Oui, donc déjà, ça vient, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la transpiration maximale, c'est issu d'un modèle. Donc, il y a toujours des petits écarts par rapport à la théorie. Et ça vient aussi du fait que seules, normalement, les feuilles exposées à la lumière transpirent. Mais en fait, par moment, il y a aussi les feuilles exposées à l'ombre qui participent à la transpiration. Et donc, en fait, la transpiration maximale qu'on a établie, eh bien, notre feuille, par moment, notre vigne, pardon, est capable de transpirer plus que ce que le modèle l'avait prédit parce qu'on a la participation de ces feuilles qui sont à l'ombre qui transpirent. D'accord. Et Pierre-Antoine nous demande si nous avons pu établir un lien entre les données flux de sève, le parcours en fait journalier de l'état hydrique de la plante, avec des données de potentiel. Oui. Donc c'est des études comparatives qui ont été mises en place, bien entendu. Et donc on a une certaine cohérence en début de saison entre les mesures flux de sève et les mesures de potentiel. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une incohérence qui apparaît lorsque on a des vagues de chaleur qui se mettent en place. Donc là, on a vraiment comment dire, deux résultats différents qui sortent entre les capteurs de flux de sève et les mesures de potentiel. Et donc ça, en fait, on l'explique par le fait que les mesures de potentiel, ce sont des mesures qui sont réalisées au niveau de la feuille et non pas au niveau de la vigne en elle-même. Et lorsque une vigne est soumise à une vague de chaleur, en fait, ces feuilles vont agir comme des fusibles pour ne pas gaspiller trop d'eau, pour ne pas consommer trop d'eau. La vigne va sacrifier des feuilles, donc il y a des feuilles qui vont se mettre à griller, tout simplement, comme un fusible. Et à tomber. Donc c'est ce qu'on appelle en fait le phénomène de cavitation. C'est-à-dire que ma feuille, les vaisseaux qui relient ma feuille à la plante cavitent. Donc il y a de l'air qui se met dedans. Et donc en fait, les mesures de potentiel qui se basent sur les mesures de la feuille n'ont plus aucun rapport avec vraiment l'équilibre de ma plante, puisque la feuille sur laquelle je fais cette mesure n'est plus reliée à ma plante.
Donc finalement, avec les données de flux de sève, on arrive à suivre l'impact d'un stress hydrique, par exemple, mais aussi d'un stress thermique sur le comportement de la plante. Tout à fait. Alors qu'en fait, en cas de vague de chaleur, la mesure de potentiel ne va donner que l'indication de la vague de chaleur, le dessèchement au niveau de l'air, puisque en fait ma feuille va être uniquement soumise aux variations. L'état hydrique de ma feuille va dépendre uniquement de la sécheresse de l'air et va plus dépendre. Elle n'est plus reliée à ma plante, donc elle n'est plus reliée au sol. D'accord. Voilà, donc justement, c'était ce qu'on devait aborder dans la partie suivante. Peut-être, comme il nous reste 10 minutes, je propose qu'on en vienne plutôt à la question de Loïc Massard, qui nous pose la question de comment les données de flux de sève peuvent nous permettre de raisonner la pérennité du vignoble. Alors, je vais avancer un peu dans ma diapositive. Donc, pour information également, je vais en profiter le temps que j'avance. La présentation, le support de présentation sera mis à disponibilité des participants au webinar. Donc, malheureusement, on n'a pas vraiment le temps de s'étendre sur le sujet vague de chaleur. Mais n'hésitez pas par la suite à nous envoyer vos questions par mail, etc. On peut également prévoir un appel ou autre si vous souhaitez qu'on en discute plus. Par rapport à cette question de la pérennité du vignoble, donc les mesures de flux de sève nous permettent d'adopter ces stratégies dans le cadre d'augmenter la résistance de ces vignes aux coups de chaleur et au déficit hydrique, puisque voilà, on est vraiment dans une réalité de changement climatique où malheureusement ces phénomènes vont arriver de plus en plus fréquemment. Et donc on a vraiment mis en place des stratégies qui permettent d'augmenter la résistance des vignes face aux vagues de chaleur. Donc déjà, en théorie, il faut stimuler l'enracinement profond de sa vigne et également renforcer la résistance hydraulique de la vigne, parce que la résistance de la vigne aux vagues de chaleur dépend à 50-50 de la génétique, mais également des environnements et des pratiques. Et en fait, ces notions de anésohydrie, isohydrie des cépages donc sont vraies jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que oui, il y a des cépages qui naturellement, de par leur génétique, sont plus ou moins résistants, mais il est également possible, en adaptant ces pratiques, de jouer sur cette résistance et de l'augmenter. Il est possible véritablement d'agir. Et donc, si on se met dans un contexte d'irrigation, comment agir concrètement pour augmenter la résistance de sa vigne aux coups de chaleur et au stress hydrique? Mais déjà, c'est d'essayer de retarder le plus possible la première irrigation. Et donc là, pourquoi? C'est tout simplement un phénomène mécanique. C'est que en période 2 et 3, que je vous ai présenté tout à l'heure, la vigne met en place ses vaisseaux de xylème. Et en fait, plus on retarde la première irrigation et plus les vaisseaux de xylème qui vont être mis en place vont être de faible diamètre. Et donc derrière, si on a des petits tuyaux, entre guillemets, ma vigne va pouvoir consommer moins d'eau et donc elle va être plus résistante en cas de vague de chaleur. Et une deuxième pratique qu'on peut essayer de mettre en place, c'est d'espacer dans le temps le plus possible les apports d'eau, c'est-à-dire d'en faire moins souvent, mais d'augmenter les volumes. Et donc au lieu par exemple d'apporter 3 mm à la vigne tous les 2 jours, eh ben, on va faire un apport massif de 20 mm toutes les 2 ou toutes les 3 semaines. Donc ça permet, en fait, c'est vraiment, on habitue la vigne à ne pas avoir de l'eau en permanence. Et donc quand elle en a plus, quand elle en a pas à disposition, eh ben, elle est résistante et elle a mis en place même mécaniquement des phénomènes qui lui permettent de devenir résistante et de s'adapter. C'est en fait ce qu'on appelle, on va essayer d'éviter un peu l'effet junkie de la vigne, sauf que là, la drogue, eh bien, c'est l'eau en fait. Voilà. Donc la vigne qui aurait besoin de sa dose d'eau de manière très très fréquente si elle n'a pas été habituée à de petits manques en début de saison. Exactement. Et donc là, si on l'habitue pas, si on l'habitue à manquer d'eau, même de ces vaisseaux par elle-même, elle va réduire la taille de ces vaisseaux, elle va, au niveau de son architecture, mettre en place vraiment une stratégie de résistance face à ces coups de chaleur et face au stress hydrique. Et puis aussi, il me semble qu'à plus long terme, en regardant un peu des historiques de données, il y a des études récentes qui commencent à mettre en évidence des effets trajectoires, des effets mémoire d'un millésime à l'autre,
dans la physiologie de la vigne. Oui, tout à fait. Très bien. Bon, bah, merci pour ces compléments d'information sur la pérennité du vignoble au regard de du statut hydrique de la vigne. Peut-être on peut regarder un petit peu plus précisément comment fonctionnent ces capteurs de flux de sève alors. Donc là, vous avez une photo sur la droite, ce qu'on appelle un site de capteur de flux de sève. Donc le capteur en lui-même, c'est un tout petit outil qu'on met sur le rameau, qu'on met sur le bois de la vigne. Donc en fait, il fonctionne avec une résistance ici, qui vient chauffer la sève, et on mesure la température avant et après la chauffe de la sève. Et en fait, on fait un bilan d'énergie thermique. Donc on a accès à cette différence de température. Et donc en fait, si on schématise, si ma vigne est en bonne santé et que la sève, qu'elle transpire correctement, ma sève va circuler vite entre mes racines et mes feuilles, et donc du coup la sève ne va pas avoir le temps de chauffer. Alors qu'au contraire, si ma vigne est en contrainte hydrique, la sève va circuler moins vite, et donc du coup, on va observer une différence de température plus importante. Et donc là, c'est ça en fait la base du fonctionnement des capteurs de flux de sève. Donc c'est la différence de température entre de la sève à différents points du rameau qui nous donne une approximation de la vitesse de circulation de la sève. C'est pas en différents points du rameau. Oui, le capteur de flux de sève, il est mis sur un endroit du rameau et on a deux thermocouples à 2 points. C'est ça. Voilà. Pour conclure sur ce webinaire, voilà, on voit vraiment en quoi les capteurs de flux de sève permettent en fait d'avoir en permanence connaissance de l'état de santé de notre vigne, d'avoir en permanence accès à cet équilibre de notre vigne et de savoir comment agir, comment adapter ses pratiques derrière. Donc c'est vraiment en fait là tout l'enjeu d'avoir accès à ces données en continu tout au long de la saison et de pouvoir vraiment raisonner et s'adapter au cours du millésime. Oui, c'est vraiment important maintenant déjà d'observer la réponse de la plante elle-même sans proxy via le sol, quoi. Donc via la réponse de la plante à des événements climatiques, à des pratiques aussi, et de se constituer finalement comme un petit dictionnaire de notre plante à nous, pas celle du voisin, pas celle qui va être plantée dans un autre pays ou sous d'autres conditions pédoclimatiques, sorte à pouvoir déjà mieux raisonner ses pratiques, puis préparer l'avenir de notre vignoble. Tout à fait. Ouais. D'accord. Merci Apolline pour le partage de ton expérience et la réponse à toutes ces questions super intéressantes. Est-ce que il y a d'autres questions qui arrivent là de nos auditeurs? Oui, on a encore 5 minutes pour ceux qui veulent poser des questions. Alors pour l'instant s'il n'y a pas de questions, juste moi j'en ai une sur Bruno me pose une question. Elle met du temps à arriver. Alors est-ce qu'il est possible de prévoir le stress hydrique avec les données de flux de sève et peut-être un modèle qui serait basé sur des données de flux de sève? Alors, il est tout à fait possible de prédire quand est-ce que ma vigne va entre guillemets lâcher. Donc déjà, quand on observe la transpiration sur un pas de temps horaire, donc si vous vous souvenez de ces courbes au tout début où il y avait la courbe verte, la courbe orange et la courbe rouge, on voit vraiment la courbe verte, c'est vraiment, elle atteint son pic de transpiration au moment de la demande climatique. Et donc, on peut suivre, par exemple, lorsque la vigne commence à rentrer dans une vague de stress, la première chose qu'elle va faire, c'est que ce pic, il va légèrement diminuer et il va arriver un peu plus tôt dans la journée. Donc là, vous savez déjà que la vigne, elle a commencé à mettre en place une régulation. Et donc, s'il y a une vague de chaleur qui est prévue dans les prochains jours, eh ben, potentiellement, elle va pas être résistante. Et donc, il va falloir essayer de l'aider du mieux possible. Et ensuite, c'est aussi possible on est en train de travailler après, avec l'accumulation de toutes nos données, sur des modèles qui permettraient de prédire l'évolution de l'indice de confort hydrique
en fonction des paramètres climatiques. Tout à fait. Et ça, c'est encore des choses qui sont à l'état de recherche pour le moment. Oui, et puis j'imagine que plus les années avancent, plus on a de données aussi pour étayer nos raisonnements et plus on peut, on va dire, oser caractériser les millésimes et peut-être anticiper un peu le comportement de la plante par rapport à un certain type de millésime avec des stress hydriques précoces, par exemple, par rapport à d'autres millésimes. Ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on va gagner avec l'acquisition de plusieurs années de données. Oui, tout à fait. Et aussi, ce qui est important de regarder, c'est la pente du déclin de l'indice de confort hydrique. Si elle est comme ça ou si elle est comme ça, eh bien, vous savez que la parcelle qui a une pente vraiment très très forte, sa résistance au stress, elle est beaucoup plus faible que celle qui a une pente moins importante. Donc, vraiment regarder la pente du déclin de l'indice de confort hydrique permet aussi de savoir si on a une parcelle qui est plus ou moins résistante et aussi de savoir sur laquelle centrer son intervention en priorité, par exemple. D'accord. Et donc, très rapidement, en fait, c'est là qu'il faut bien raisonner en fait l'emplacement du site de capteur de flux de sève qu'on va décider dans la parcelle parce qu'il faut que ça soit quand même représentatif d'une vigne que l'on veut considérer. Il faut pas que ça soit dans une zone très peu Ou ce représentée. genre de choses. Ah oui, non, là, en effet, c'est vraiment une réflexion à avoir en amont avec le viticulteur qui connaît mieux son vignoble que nous. Et c'est là aussi, on peut s'appuyer sur d'autres données, des données cartographiques. On va étudier la carte du sol, on va étudier s'il a des cartes de vigueur, ce genre de choses, pour vraiment aller positionner les capteurs de flux de sève à des endroits stratégiques pour la suite. Voilà, donc pour conclure, en fait, nous sommes aujourd'hui intéressés à la mesure de la transpiration via les capteurs de flux de sève. Et après, reste finalement à raisonner toute la problématique de l'échantillonnage pour mettre à l'échelle, enfin pour remonter d'une échelle donc de la plante à la parcelle, voire plus haut. Bon. C'est ça. Merci beaucoup Apolline pour ce partage de connaissances, d'expériences. Merci aux auditeurs d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir posé des questions si pertinentes. Donc, comme Apolline l'a dit, vous aurez le support visuel de cette présentation vous sera envoyé. Toutes les informations, la vidéo aussi sera publiée sur notre page LinkedIn, tout comme le PDF de la présentation visuelle. Je le lis en même temps que vous. Et voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez davantage de questions sur l'état hydrique de la plante, sur la technologie des capteurs de flux de sève. Si vous êtes intéressé par cette technologie, éventuellement faire un test aussi dans votre domaine. Voilà, nous tenons à disposition. Donc, surtout Apolline, donc que je répète, qui est notre spécialiste données de flux de sève à Fruition. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Pour votre participation. Merci Apolline. Et à bientôt pour un prochain webinaire, peut-être sur une autre mesure plante. Tout à fait. Au revoir. Au revoir. À tous.